Depuis très jeune, j'ai compris une chose, puis mes parents me l'ont dit très jeune. Le plus important, c'est la performance. Tu es de la communauté noire, tu es différent. Si tu veux faire ta place, il faut que tu travailles fort. Plus que les autres, il faut que tu sois le meilleur. Donc, pour moi, c'est naturel, la performance. Maintenant, est-ce qu'on a avancé, on a évolué? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer? Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui manque? Bienvenue sur Dirigeants et Stratèges. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat noir. Comment fonder des licornes noires, c'est-à-dire des entreprises fondées par des personnes afrodescendantes qui ont une valorisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars? C'est la question que nous posons à notre invité, M. Wills Théagène. Après avoir occupé plusieurs postes chez Hydro-Québec et Bombardier, Wills a rejoint la Caisse de dépôt et placement du Québec en 2017, où il a été l'initiateur du fonds 25 à la 3, un fonds de 250 millions de dollars dédié à soutenir les entreprises favorisant la diversité ethnoculturelle. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la diversité ethnoculturelle, de l'accès au capital pour les entrepreneurs issus de cette diversité et surtout du parcours incroyable et inspirant d'un homme infatigable et résolument engagé à transformer l'écosystème en faveur des entrepreneurs noirs. Bienvenue Wills et merci de te joindre à l'expérience de la chaîne Dirigeants et Stratèges où nous parlons justement de l'entrepreneuriat, de l'impact social, de la diversité et surtout, comment on peut arriver à avoir un impact au travers du travail dur et de la motivation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on vienne un peu sur toi, ton parcours, ton travail, ce sur quoi tu es engagé aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans ton background, j'aimerais te poser une question. Pourquoi aujourd'hui c'est encore intéressant de parler de diversité dans l'entrepreneuriat, dans le monde du capital risque? Est-ce qu'en 2025, on n'a pas déjà résolu ces problèmes-là? Bien, d'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que il y a des enjeux majeurs dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et les enjeux sont encore plus élevés au niveau des entrepreneurs qui sont issus de la diversité, incluant notre communauté. Puis je pense que ce qu'on voit du capital de risque, du placement privé, au niveau de transformer des économies, transformer des entrepreneurs, c'est des véhicules qui sont tout à fait... qui sont bien positionnés pour faire des transformations. Puis, ces véhicules-là permettent aussi d'avoir un impact significatif sur les aspects de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Donc, pour moi, c'est des sujets extrêmement importants en ce moment, puis il faut vraiment s'attarder à bien les mettre en place. Mais est-ce que, justement, la diversité, l'inclusion, est-ce que ça a un impact positif sur la performance de l'organisation? Est-ce qu'on a des études, on a des preuves, toi qui es un peu plus sur le terrain? Je pense qu'il y a beaucoup d'études là-dessus qui ont été faites. Entre autres, je sais que McKinsey ont publié beaucoup de rapports à ce sujet-là. Je te dirais, de mon côté, ce que j'ai trouvé inquiétant quand on parle de diversité, d'équité, d'inclusion, c'est que cette conversation-là a commencé lorsque les organisations se sont rendues compte que le talent vieillissait, que le talent allait à la retraite. Puis la question que les organisations se sont posées, c'est où qu'on peut recruter du talent pour remplacer le talent qui quitte le marché du travail. Puis la réflexion a été, mais pourquoi pas parmi nos employés qui sont issus de la diversité? Mais cette conversation-là a toujours été au niveau de la performance. Elle n'a jamais été au niveau de faire un compromis sur la performance pour ouvrir la porte à la diversité. Puis, j'ai de la misère à m'expliquer quand est-ce que la conversation a changé. Justement, parce que c'était ma question suivante, parce que justement aujourd'hui, dès qu'on parle d'EI, on te dit c'est un coup de com', c'est de la discrimination positive, c'est woke, et on perd de vue la performance pour mettre en avant, je sais pas, des critères la représentativité, c'est ultra important, donc j'essaye de peser mes mots. Mais je suis un peu confus. Et je sais pas si tu es aussi confus que moi lorsqu'on arrive à ça. Je suis à la même place que toi. Écoute, moi, je peux te dire, puis on va parler de mon parcours, mais
depuis très jeune, j'ai compris une chose, puis mes parents me l'ont dit très jeune. Le plus important, c'est la performance. Tu es de la communauté noire. Tu es différent. Si tu veux faire ta place, il faut que tu travailles fort. Plus que les autres, il faut que tu sois le meilleur. Donc, pour moi, c'est naturel, la performance. Quand je regarde autour de moi, les gens qui sont issus de ma communauté ou d'autres communautés, je suis toujours entouré de gens intelligents, de gens performants. Donc, je le comprends. Je comprends pas. Puis, je te dirais, ce qui a été pour moi un défi énorme, c'est lorsque j'étais à la Caisse de dépôt en investissement, je travaillais étroitement avec d'autres investisseurs institutionnels. Puis, il y a cette notion que lorsqu'on parle de prendre soin de la planète, lorsqu'on parle de diversité, équité, inclusion, il faut absolument faire un compromis sur le rendement. C'est comme automatique comme réaction. Okay. Puis ta question est très pertinente parce que ta question est au cœur même de ce qui m'anime depuis 25 ans. Est au cœur même de ce qui me garde focus 24 heures par jour, 7 jours semaine, qui est la notion de bâtir des entrepreneurs à succès dans notre communauté pour vraiment démontrer la performance. Pour dire qu'on peut être performant en étant noir. Oui, parce que tu sais, à la fin de la journée, Anicette, c'est si on avait une représentation d'entreprise à succès, on n'aurait pas cette conversation-là. Pourquoi? Parce que si, quand on pense à Amazon, à Google, à Microsoft, on avait une représentation d'entrepreneurs noirs, c'est la preuve même qu'on est capable d'exécuter. Regarde, le président de Microsoft, c'est un Indien. Le président de Google, c'est un Indien. Je peux te faire une liste d'une cinquantaine d'entreprises du S&P 500. Ou c'est des Indiens? C'est des Indiens. Okay. On se pose même plus la question. Ils sont reconnus pour être des gens extrêmement intelligents, travaillants, très bons en technologie, puis sont capables de leader des grandes corporations. Okay. C'est pas le cas de la communauté noire. C'est clair. Donc, pour toi, la solution, ce serait d'avoir ce champion ou ces champions exactement. Qui permettraient d'avoir la représentation. Ça en prend juste un. Oh, juste un. Ça en prend juste un pour changer l'écosystème. Puis, ce qui est intéressant, c'est de tout mon travail d'investissement des 20-25 dernières années, j'ai volontairement posé la question à des investisseurs institutionnels, des family office, des anges financiers. Peux-tu me nommer un ou deux entrepreneurs noirs à succès au Canada? Honnêtement, là, 80% du temps, les gens n'étaient pas capables de nommer une personne. Oh, wow! Oui. Pourtant, il y en a. Ben oui, il y en a. Mais tu vois à quel point que c'est ancré, cette perception-là? Eux-mêmes ne sont pas capables d'en nommer. Puis je te dirais même plus. Quand je parle à des gens de notre propre communauté, puis je leur demande, même eux, des fois, il y a juste un. Imagine, dans notre propre communauté, on n'est pas capable de nommer des exemples d'entrepreneurs à succès. Imagine. C'est assez dérangeant, effectivement. Ça veut dire qu'on n'y aspire pas, on ne se projette pas, on ne se voit pas à ces endroits-là? Ou c'est quoi le problème pour toi? Le problème pour moi, ça a été... Je pense qu'on y aspire. Je pense que le problème a été que, malheureusement pour nous, quand on a manifesté notre désir d'entrepreneuriat, qu'on veut être entrepreneur, on veut avoir des entreprises, très, très, très rapidement, on a eu accès à des programmes sous forme d'OBNL pour du financement, sous forme de dons, sous forme de subventions, qui n'avaient pas de coût. Mais ce profil d'accès au capital, premièrement, c'est pas, en anglais, il dit sustainable, c'est pas périn. Parce que c'est des programmes de 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, les programmes meurent. Donc, les entrepreneurs se sont retrouvés assez rapidement à pas avoir assez de capital pour accélérer la croissance. Ils étaient limités par l'apport de capital. Puis, ceux qui n'étaient pas à travers des OBNL, eux se retrouvaient avec des compagnies un peu plus comme des restaurants ou des salons de coiffure. Puis c'est correct, c'est des business qui ont leur raison d'être. Mais qui ont aussi leur potentiel de scaler. Et leur potentiel de scaler. Donc, on n'a jamais eu l'opportunité de faire partie de la conversation. Puis, en même temps, l'écosystème de financement n'ont pas exprimé le désir de nous voir dans la croissance non plus. Je pense qu'il y a ça aussi dans l'histoire. Mais tu parles justement d'écosystème. Ce serait quoi ton évaluation de l'état de l'écosystème entrepreneurial des Noirs aujourd'hui? Tu as dit, au début, on était plus OBNL, plus entrepreneuriat de survie, oui, exactement, oui. Family style business. Exactement. Maintenant, est-ce qu'on a avancé, on a évolué? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer? Qu'est-ce qui manque? Et surtout,
est-ce que tu estimes qu'on est arrivé au niveau où on peut avoir de l'entrepreneuriat d'opportunités dans la tech, dans le S&P 500, dans les licornes et ce genre d'entreprises aujourd'hui, dans l'écosystème noir? Je pense que l'entrepreneuriat des communautés noires, ce qui est vraiment unique, c'est le mot d'ordre, c'est accès. OK. Accès à trois éléments. Capital, accompagnement, réseau d'affaires. Puis c'est pas un ou l'autre, les trois doivent arriver en même temps pour nous permettre de bâtir des entreprises à succès de grande taille. Je pense que l'écosystème en ce moment a beaucoup de trous. Beaucoup de trous dans l'écosystème à différents endroits. La bonne nouvelle, c'est que moi, depuis les 6 dernières années, 100% de mon temps est consacré sur le travail avec des entrepreneurs des communautés noires. Okay. Puis j'ai vu les entreprises qui étaient au stade démarrage, maintenant qui sont au stade croissance. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des entrepreneurs de très haut calibre, avec des entreprises en stade croissance, qui ont tout ce qu'il faut. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que les programmes en place pour leur donner accès au capital, à l'accompagnement puis au réseau sont pas encore tout à fait ce qu'il faut. Okay. Donc, on doit trouver une façon d'accélérer le processus. Parce que l'écosystème entrepreneurial de nos communautés, la croissance est très, très rapide. Okay. Puis, c'est pour ça qu'avec Citadel Capital, je fais beaucoup de travail pour solliciter le capital auprès des institutions et aussi mettre en place l'accompagnement et le réseau. Parce que nos entrepreneurs, ils sont prêts, ils sont là. Puis, il ne faut pas perdre l'opportunité de créer ces champions-là. Mais juste pour bien comprendre ta vision, une fois que le champion existe, oui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un effet de déboulonnement qui va permettre aux autres d'avoir une aspiration? Ça va changer les mentalités? C'est quoi? Je veux bien comprendre ta vision de pourquoi il nous faut un champion et pas... Tu sais, on avait cette conversation au repas. Est-ce qu'on veut un Elon Musk noir ou alors 1000 Indira Moody? Exact. Et toi, tu étais plutôt sur le super licorne noir. Mais c'est quoi le raisonnement derrière? Le raisonnement, c'est ce qui est décrit comme l'effet boule de neige. Réseau Capital, qui est l'organisation au Québec qui fait l'étude sur le placement privé et les capitals de risque et publie des rapports, ont publié dans un rapport récent qu'au Québec, on a un enjeu avec l'effet boule de neige. Puis l'effet boule de neige, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui lance une entreprise, qui a l'accompagnement, le capital nécessaire pour la faire croître, qui réussit à bâtir une entreprise à succès de grande taille, qui s'enrichit par le fait même. Ce qui arrive, c'est que cet entrepreneur-là va vouloir partir une autre entreprise ou financer une compagnie d'un entrepreneur plus jeune ou partir un fonds d'investissement. Et cet effet-là fait que le capital retourne dans l'écosystème. Okay. C'est la clé du succès de Silicon Valley. C'est les entrepreneurs comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs, c'est des entrepreneurs à succès qui ont retourné du capital dans l'écosystème, qui ont retourné de la connaissance, qui ont retourné de l'accompagnement. Donc, ça fait un effet boule de neige. Okay. En ce moment, c'est un enjeu au Québec, dans le Québec Inc. Puis je te dirais, c'est un enjeu majeur pour les entrepreneurs de la diversité. Parce que si l'écosystème des entrepreneurs du Québec ont un enjeu sur l'effet boule de neige, je te dirais pour nous, c'est encore c'est pire. Encore pire, ouais. Mais c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est créer l'effet. Donc, le premier succès, ce qui va créer, c'est cette richesse qui va pouvoir être redistribuée à travers la communauté pour bâtir d'autres succès. Wow. Génial. Et donc, l'objectif, c'est de tout faire pour avoir ce premier succès. Oui. OK. Puis, quand que je dis premier succès, on en a quand même pas mal. Oui, il faut le voir au pluriel, right? On a des exemples comme Fred Saint-Élémy, l'Edertech, qui fait un travail extraordinaire. Mais il en faut plus, là. Okay. Ou alors, justement, les aider à arriver au niveau stratosphérique de licorne avec le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Avec des IPO. Ouais. Tu sais l'impact d'avoir des entrepreneurs de notre communauté qui font des IPO, c'est énorme. Alors, tu as mentionné pas mal de choses, notamment George Floyd. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, des années après, il n'y a pas comme une attrition de ce type de programme qui essayait justement d'augmenter la diversité? Et quand on regarde aussi au sud de notre frontière, il y a pas mal de choses, il y a des entreprises qui annulent les programmes qu'ils avaient mis en place. Déjà que certains programmes étaient un peu questionnables parce qu'ils oubliaient la performance et essayaient de... Mais comment toi tu le vis, comment tu le perçois?
est-ce on s'est essoufflé dans la lutte pour la diversité, ou alors la vague a changé, les temps sont plus les mêmes? Comment tu le vis? Ben, je peux peut-être commencer par parler de ce qui se passe au niveau du sud de la frontière. Je te dirais, comme quelqu'un qui est issu de minorités, c'est choquant, c'est inquiétant, c'est perturbant. J'ai pas de mots pour te définir à quel point que c'est tragique. Je te dirais, jusqu'à la semaine dernière, depuis la nomination de Trump, chaque matin, quand je me réveille, c'est vraiment un sentiment de dépression. Parce que il va y avoir une autre nouvelle qu'une organisation a fermé les initiatives de diversité, ou que le gouvernement américain a décidé de fermer une initiative. Puis, je te dirais aussi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est beaucoup la violence. Parce que cette façon de procéder amène la violence. On sait pourquoi George Floyd a eu lieu. On sait le niveau de violence qui a eu lieu envers notre communauté aux États-Unis, puis c'est inquiétant. Dans le discours d'aujourd'hui, est-ce qu'on entendrait parler d'un George Floyd, d'une situation telle qu'elle? Je ne suis pas certain. Donc, ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que je me dis, dans des situations de tempête, il y a des gens qui se lèvent. Les gens se lèvent et transforment les industries, transforment l'économie, transforment les gens. C'est le chaos. Le chaos amène toujours une transformation, mais le chaos amène une transformation seulement quand on se lève. Donc, George Floyd, pour moi, jusqu'à maintenant, tu sais, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé avec George Floyd, il y a 10 mois, j'étais au Cercle canadien. Okay. Le Cercle canadien, c'est le forum d'affaires majeur de Montréal, où tous les investisseurs, les organisations se retrouvent. Ils ont fait, en fait, c'est moi qui a eu l'idée avec le Cercle d'organiser un panel sur l'investissement dans les entrepreneurs issus de la diversité et les gestionnaires issus de la diversité. Okay. Il y avait 400 personnes qui ont assisté. C'était à l'hôtel Sheraton au centre-ville. Okay. La modératrice, c'était Martine Saint-Victor, qui est très connue dans la communauté, journaliste, et aussi présidente de Elderman Canada. Il y avait Annick Charbonneau, une femme qui est à la tête d'Accela Capital, le premier fonds d'investissement capital de risque pour les femmes. Okay. Et il y avait Jean Vincent. Jean est de la communauté autochtone et à la tête de plusieurs fonds d'investissement, puis il y avait moi. Okay. Puis, il y a 10 mois, Martine a mentionné qu'elle était très inquiète de ce qui se passe au Canada et aux États-Unis parce qu'elle voyait une tendance sur la fermeture des postes en diversité et inclusion, okay. Puis qu'elle souhaitait que cette tendance-là change. À ce moment-là, moi, j'ai mentionné que mon inquiétude, c'était est-ce que George Floyd, c'était plus un moment, ou est-ce qu'il y a eu un moment qu'on a eu l'attention pour la communauté noire, puis il y a eu à la suite de ça plusieurs programmes, ou c'est plutôt un mouvement de changement, de transformation. Ben, en ICET, on est rendu au mois de février 2025. Ça fait même pas un an. Puis là, on parle pas de coupure de poste. No, rollback. Là, c'est complètement l'élimination des programmes. Ouais. J'ai de la misère aujourd'hui à prononcer le mot mouvement. En 10 mois, on va être où dans un an? C'est une excellente question. Mais quand tu lui penses, le recul qu'il y a eu en 10 mois, c'est catastrophique. Okay. On pourrait être dans un an dans une situation extrêmement tragique. Donc, le chaos a créé en moi ce besoin d'agir, ce besoin de me lever. Puis la façon que je me lève, puis que je travaille à amener du changement, c'est avec Citadel Capital. Puis j'encourage les gens de notre communauté et des autres communautés. Il faut que les gens se lèvent. Depuis la nomination de Trump, on entend très, très peu de gens qui se lèvent pour défendre la planète, défendre qu'il faut prendre soin de la planète, défendre les causes, qu'il faut prendre soin des communautés, il faut prendre soin de tout ce qui touche le volet social, la diversité. Mais il faut qu'on se lève. Mais est-ce que tu n'estimes pas que c'est peut-être parce qu'on a trop entendu ces messages-là dans les années antérieures? Les gens sont un peu tannés? Je pense pas que les gens sont tannés, je pense que les gens sont étourdis. Parce qu'on n'est pas capable de suivre qu'est-ce qui se passe. À chaque jour, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle. À chaque jour, c'est catastrophique.
Si c'est pas le programme de DEI, c'est l'Ukraine. Si c'est pas l'Ukraine, à chaque jour, c'est non-stop les initiatives. Donc, je pense que les gens sont étourdis. Okay. Mais je pense qu'on est rendu à un état qu'il faut plus être étourdi. Il faut se lever, puis il faut se battre parce que ça s'en va pas dans la bonne direction. Puis il faut se rappeler que c'est la moitié de la population américaine qui a voté pour Trump. C'est la moitié. Il y a une autre moitié qui est totalement insatisfaite aussi. Okay. Puis, malheureusement, je commence à voir des tendances que certaines des initiatives qui sont complètement délaissées, ça commence à toucher le Canada aussi. OK. Et du coup, toi, ta réponse à ça, c'est le succès? Bien, ma réponse à ça, oui. Ma réponse à ça, puis ma réponse à tout ce qui précède, même avec George Floyd, il faut bâtir la performance. Parce que, honnêtement, si on avait tous fait notre travail dans la communauté, puis qu'on avait bâti la performance, rien de ce qu'on fait serait remis en question. Donc, oui, c'est bâtir la performance. Puis, quand j'ai la chance de faire le travail que je fais avec Citadel Capital, de côtoyer des gens comme toi, d'être dans un podcast comme aujourd'hui, pour moi, c'est la lumière. C'est le seul moment que je suis heureux dans ma journée. Oh wow. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est parce que on est des acteurs de changement. Là, avec notre conversation, on est debout, là. C'est ce qu'il faut. Génial. Puis ce mois-ci, c'est le mois de l'histoire des Noirs. J'ai été sollicité pour plusieurs panels avec des institutions, avec des banques. Puis, je vois les gens qui se présentent. J'ai fait un panel pour une institution, puis il y avait 200 personnes dans la salle. Ma première conversation, c'était « Merci ». Parce que vous êtes déplacés pour écouter cette conversation-là. Vous tenez debout. C'est ce qu'il faut. Génial. Mais justement, moi, je te partage un petit problème que j'ai. Après, tu me dis ton point de vue dessus. Moi, j'ai grandi au Cameroun et en France. Et quand je suis arrivé, j'avais un peu de problème. Bon, j'ai fait 1 an à Boston en échange. Et c'est là que j'ai découvert le mois de l'histoire des Noirs. J'avais un énorme problème avec ça. Pourquoi avoir... Le reste de l'année, c'est quoi? C'est le mois de l'histoire de qui? Comment tu le vis? Moi, je sais pas, j'aimerais bien avoir ton retour parce que tu es né ici, tu as grandi ici. Mais je suis d'accord que pourquoi avoir un mois de l'histoire des Noirs, mais le parallèle que je fais, mais pourquoi avoir Citadel Capital? Il y a déjà de l'argent dans le marché. Pourquoi les entrepreneurs noirs vont pas voir les mêmes sources? C'est parce qu'on a un besoin. On a un besoin de rattrapage, on a un besoin d'accélération de l'écosystème, on a un besoin d'équité. Puis, encore là, tu sais, ce que je trouve important, c'est pas vraiment la notion de est-ce qu'on a un mois de l'histoire des Noirs. Ce que je trouve important, c'est quelles sont les conversations pendant le mois de l'histoire des Noirs. Moi, je suis très sélectif dans les conversations. Les conversations de parler de diversité sous la forme d'un élément un peu plus de woke, je ne suis pas dans cette conversation-là. Okay. Moi, ma conversation, c'est dans la performance qui est reliée à aller chercher une opinion différente, à aller chercher une perspective différente qui se retrouve dans la diversité et l'inclusion. Mais c'est toujours autour de la performance. Donc, je trouve que c'est un forum important d'avoir la conversation. Et là, on revient à ce que tu nous disais au début, les études qui montrent que la diversité améliore la performance. C'est incroyable, Anicette. Quand j'ai monté le Fonds Équité 25 à la 3, c'est là-dessus que j'ai réussi à convaincre la Caisse. J'avais du data là, de McKinsey qui montrait que pour chaque augmentation de la diversité, je me souviens pas est-ce que c'était 10%? Chaque augmentation d'un certain pourcentage de la diversité dans une entreprise augmentait l'EBITDA de 1%. Oh, wow. Il y a une corrélation directe avec la performance. Ce qui motive donc à avoir ce genre de fonds. Puis, il y a des études qui ont été faites par Josh Lerner de Harvard aussi qui prouvent que quand une entreprise augmente la diversité, la performance, même chez les fonds d'investissement, elle est supérieure.